Donc on commence quand vous voulez. Oui. Oui. Je vais juste dire un mot. Merci beaucoup à tous d'être venus donc, à cette présentation d'ouvrage dans le cadre de la culture scientifique, où on accueille ce soir Monsieur Michel Berger-Franceschi, qui est un habitué des conférences au sein du CPIE Arénage. Et donc, écoutez, je vais vous laisser la parole sur votre présentation sur Charles Bonaparte. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. Merci à Monsieur le Président. Merci à tout le bureau et puis à vous tous qui êtes là et que je retrouve et que je revois avec beaucoup de plaisir. Donc, je vais vous parler d'un personnage que vous connaissez tous, qui est celui-ci, qui est Charles Bonaparte, étudiant à Corté, un des premiers étudiants de l'université lorsqu'elle est créée en 1764 par Pascal Paoli, une université où il y a eu à peu près 25 étudiants, donc pendant sa période de 1764 à 1769. Merci de votre présence. Et ce Charles Bonaparte, il n'est pas très connu finalement, en Corse un petit peu plus, sur le continent pas du tout. Tout le monde connaît Laetitia. Ça, Laetitia Ramolino, elle a tout connu. Donc, on sait qui c'est. Elle a tout connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a connu la Révolution, elle a connu le Consulat, elle a connu le Premier Empire. Laetitia, elle a enterré son fils, Napoléon. Il meurt le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, comme tout le monde le sait. Et Laetitia, elle est toujours là. Elle est en exil à Rome. Elle perd presque tous ses enfants. Elle perd Pauline en 1820. Elle perd Caroline. Elle perd son petit-fils, l'Aiglon, le fils de Napoléon. En 1832, alors qu'elle a plus de 82-83 ans, elle est d'ailleurs l'héritière, on en parlera tout à l'heure, de ce petit-fils, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc Laetitia, elle est partout, y compris là où elle n'était pas présente. Vous prenez le tableau de David, elle est là au Sacre, elle est peinte sur le tableau, et elle n'y est pas. Donc c'est vraiment une femme omniprésente. Et le résultat, c'est que le pauvre Charles, il est un peu oublié. Alors en Corse, on sait un peu qui c'est. Ailleurs, le père de Napoléon, quand j'ai fait cette biographie l'an dernier, ah bon, il s'appelait Charles Bonaparte, mais comment ça se fait qu'on ne sait rien sur lui? Et on ne sait rien parce que le pauvre, il est mort à 38 ans. Et Laetitia à 86. Et donc, il est mort en 1785, et donc il n'a rien connu. Il n'a même pas la Révolution. D'où la fameuse phrase de Napoléon le jour du Sacre, le 2 décembre 1804 à Notre-Dame, lorsqu'il se retourne vers Joseph, son frère aîné, et qui lui dit « Mon Dieu, si notre père nous voyait ». Et en effet, Charles, il sait pas. Il a eu 13 enfants avec Laetitia, mais il n'a pas participé à l'élévation de ses enfants. Et pourtant, il a joué un rôle extrêmement important dans sa famille, et l'introduction de ce bouquin a beaucoup séduit l'éditeur, c'est pour ça qu'on a pu le faire sortir, parce que Charles, il est né en 1746, et il fait partie d'une génération, ce n'est pas un exemple unique, il fait partie de la génération des pères que l'on appelait les pères citoyens. Cette génération précède la Révolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire un père citoyen? On a tous eu un père, une mère, et aujourd'hui, surtout si on a des petits-enfants, nous-mêmes nous disons « Oh, moi, j'ai été élevé par mon père de telle façon, alors que maintenant, les petits-enfants, ils mettent les pieds sur les fauteuils, sur le canapé, ils ne nous parlent pas comme nous, on parlait à nos grands-parents, etc. » Et c'est la preuve que dans toute famille, il y a une histoire qui est une histoire générationnelle. Et donc, une génération ne ressemble jamais à la génération du dessous, et encore moins à la génération du dessous.
Et Charles, c'est donc un père citoyen, c'est-à-dire un homme qui appartient à la génération des pères de 1770-1790 à peu près, des pères qui sont proches de leurs enfants, qui apprennent eux-mêmes, comme l'a fait Charles Bonaparte pour Napoléon, les mathématiques, le calcul, avec un livre à la main, le Bezou, qui était le grand cours de mathématiques de l'époque, qui est un père plus aimant qu'un père autoritaire. Ce n'est pas un père comme on en avait au XVIIe, du temps de Molière, qui mariait les enfants, qui les empêchait de faire ce qu'ils voulaient, qui les dotait, qui choisissait pour eux l'avenir. Charles, au contraire, c'est quelqu'un, son fils Joseph dit qu'il ne veut pas faire curé, et bien Joseph, il ne fera pas curé, il va faire des études qui lui permettront de devenir roi d'Espagne, etc. Et donc, c'est un père citoyen, c'est-à-dire un père moderne, ces pères qui ont préparé les enfants à la Révolution française. Et lui, il est né donc en 1746 dans une ville, Ajaccio, qui est une ville à ce moment-là qui fera 4500 habitants pour la naissance de Napoléon. Ce n'est pas du tout évidemment l'Ajaccio d'aujourd'hui. Quand vous entrez dans Ajaccio aujourd'hui, avant d'arriver à la place du Diamant, vous en faites du chemin dans les bouchons. Alors qu'à l'époque, toute l'avenue Fesch, le boulevard Fesch, où vous avez la chapelle impériale, où vous avez le musée Fesch, etc., ou Borgo, c'est le bourg. C'est là où vous avez le peuple, les gens du peuple, les menuisiers, les charpentiers, les maçons, les agriculteurs, les laboureurs, qui vont aller travailler au Campo dell'Oro, là où il y a l'aéroport qui est devenu l'aéroport Charles Bonaparte, qui est l'endroit où on cultive les céréales, ou bien qui vont travailler à l'autre bout de la ville, à Campo di Fene, là où il y a les éleveurs qui, eux, élèvent les moutons, quelques bovins. Un côté, c'est le champ du foin pour les animaux, pour l'élevage, et de l'autre côté, pour les céréales, c'est le Campo dell'Oro. Donc vous avez ce bourg de gens modestes. Et puis vous entrez dans la Città qui est entourée de remparts depuis le XVIe siècle et qui aboutit donc à la citadelle. Et donc les Bonaparte sont une famille, alors je ne vous dirai pas pour commencer noble. Il n'y a pas vraiment de noblesse en Corse. Il y a quelques familles patriciennes, génoises. Patriciennes, ce n'est pas tout à fait noble, ce sont les Doria, ce sont les Spinola, ce sont les Lomellini qui ont construit la Bastille, c'est-à-dire Bastiglia, quand on le dit en Corse, on voit bien que c'est la forteresse, que c'est la Bastille comme celle du 14 juillet. Quelques familles, donc Spinola, Doria, Lomellini, Giustiniani, qui sont des patriciens de Gênes, qui sont assez souvent doges à Bastia pendant 2 ans, frère du gouverneur de Gênes, du doge, neveu du doge, cousin du doge, et puis qui sont évêques des 5 évêchés insulaires. Ça, ce sont des patriciens. La noblesse corse, authentique, ancienne, ce sont les feudataires. Ah, le son est parti, mais c'est moi qui l'ai éteint. Sans faire exprès. Voilà, merci, excusez-moi. Et donc, les feudataires, comme leur nom l'indique, ce sont ceux qui possèdent fief. Donc, dans le nord de la Corse, les Damars, dont descend d'ailleurs Napoléon, les Gentils dans le sud du Cap Corse, et puis pour le nord, c'est à peu près tout. Et dans le sud de l'île, vous avez les Della Rocca, les Lecca, les Ornanes, les Istria et les Bozzi. À peu près 5 autres familles de feudataires insulaires. Donc les Bonaparte, qui descendent d'ailleurs des Istria, n'appartiennent pas à la noblesse, puisque cette noblesse n'existe pas. Ils appartiennent aux élites. Les élites, c'est-à-dire que quand vous faites la généalogie depuis le premier Bonaparte jusqu'à Charles compris, il n'y en a pas un qui a travaillé de ses mains. Et ça, c'est le symbole de la noblesse. Pas un charpentier, pas un pêcheur de corail. À Ajaccio, il y en a beaucoup. Personne n'a travaillé. Ils sont donc anziani.
Anzianes, ce sont les anciens. Anciens, c'est-à-dire ils appartiennent au conseil municipal d'Ajaccio. Il faut installer une fontaine au Borg, dans le bourg. Ils se réunissent, ils disent on va mettre la fontaine là. Il faut construire une église dans le bourg, on va la faire Saint-Roch là. Il faut construire la cathédrale. Les Anzianes, ce sont les décideurs, ce sont les propriétaires. Et ils sont arrivés là, les Bonaparte, parmi les toutes premières familles d'Ajaccio. Ils arrivent d'un petit bourg qui est à la limite de la Ligurie et de la Toscane, qui s'appelle Sarzane, où ils sont notaires, de père en fils, pendant 9 générations. Et puis, il n'y en a pas un qui arrive et qui dit « Tiens, je vais m'installer là à Ajaccio ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y en a un qui arrive comme une sorte de fonctionnaire, un peu comme un inspecteur aujourd'hui dans l'éducation nationale qui vient dans une classe, ou un inspecteur des armées qui va inspecter un régiment ou une caserne. Et donc le premier qui vient, eh bien, il inspecte les fortifications qui sont à faire du côté de Calvi, puis il rentre chez lui à Sarzane, puis il revient faire une mission d'inspection, puis il repart à Sarzane. Et il y en a un, Francesco, qui va laisser son nom dans la famille, qui est Francesco le Mort. Alors vous avez un livre épouvantable qui est sorti il y a 20 ans, qui vous dit si Napoléon a rétabli l'esclavage, c'est parce qu'il avait un esclave noir, puisqu'on l'appelle le Mort. Je ne comprends même pas qu'on ait pu trouver un éditeur pour éditer ce livre dans les années 1990, où on vous dit, voilà, l'ancêtre, il est noir, d'où la haine du noir, etc. C'est incroyable. Alors moi j'ai une hypothèse sur Francesco le Mort. Il y a l'hypothèse qui vient à l'esprit évidemment de tout le monde. Il est bronzé, il a la peau mate, il a les cheveux noirs. C'est une possibilité, mais j'y crois pas trop. Parce que tous ces gens qui vivaient essentiellement dehors à l'époque, ils sont tous plus ou moins bronzés, c'est évident. Et ils sont plutôt bruns en Corse, même s'il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus, notamment dans la région de Corte. Bon. Donc ça, j'y crois pas trop. Mais la maison de Francesco le Mort, c'est une maison corse typique, c'est-à-dire en bas le pressoir. Cette maison, elle se trouve aujourd'hui, quand vous entrez, vous avez une statue de Napoléon devant la librairie qui est les Palmiers, qui vient de disparaître, et vous avez la plaque en face, à Porta. C'est devenu la porte de la ville. Et là où il y a à Porte, il y avait la première maison des Bonaparte qui était là à partir de 1511. Donc les Bonaparte font partie des 100 familles ligures qui sont arrivées à Ajaccio. Il y a 100 familles qui existent toujours aujourd'hui, les Carisoles. Et les Carisoles, c'est une grosse famille aujourd'hui d'Ajaccio, tout simplement parce qu'ils arrivaient de Cérisole. Donc Cérisole, à la prononciation corse, Carisoles, ils sont toujours présents. Et donc les Bonaparte sont arrivés là, ils ont construit cette maison avec un pressoir au rez-de-chaussée, 3 pièces à l'étage, la maison corse typique, la salle avec 2 chambres. Et la curiosité de cette maison, c'est qu'il y a un mini-jardin devant la maison qui est un mûrier, Umoro. Et donc Francesco le Mort, je pense, c'est mon hypothèse, que c'est l'adresse où il habite, Francesco, et devant le mûrier, Umoro. Et donc c'est ça qui a donné le nom. Quand vous regardez toutes les rues d'Ajaccio aujourd'hui, la rue Scaffa, qui est un de mes ancêtres directs, il était notaire, donc il a donné son nom à la rue Scaffa. La rue Malherbe, où se trouve la maison Bonaparte, la Casa Bozzi, qui est devenue la Casa Bonaparte ensuite. La rue Malherbe, Malherbe était notaire. C'est le premier notaire d'Ajaccio en 1490-1492. Quand vous regardez la 3e rue qui est juste à côté de la rue Scaffa, la rue Troilo-Lubero, il était notaire. Donc c'est bien la preuve que le notaire ou le notable, Francesco le Mort, eh bien, donnait son nom à la rue où il habitait. Je pense que c'est lié au mûrier, parce que notamment le duc de Milan, qui s'appelait aussi Ludovic le Mort, c'est lui qui a initié la culture du mûrier en Lombardie. Donc c'est sûrement ça l'étymologie qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau du premier Bonaparte. Donc ces Bonaparte, à partir de Francesco le Mort, ils sont anzianes, de père en fils,
et ils font partie des notables. Ce sont les notables d'Ajaccio, des propriétaires à l'intérieur de la Città. Ils ont donc des terres aussi bien à Campo dell'Oro qu'à Campo di Fene, cultivées par les laboureurs qui, eux, sont au Borg. Ils ont même un moulin à partir de 1584, donc c'est une famille importante, aisée, mais qui n'est pas au top niveau. Il y a une famille plus riche qu'eux, les Bacciocchi, parce que les Bacciocchi, ils ont la source. Il y a une source d'eau pure. Alors ça, c'est incroyable. On a construit Ajaccio sans eau. Il n'y a pas d'eau à Ajaccio, ce qui explique la mortalité. J'ai jamais vu autant de morts dans un endroit qu'à Ajaccio. La plupart de mes ancêtres étaient au Cap Corse. J'en ai beaucoup ici, les Baldacci à Corte, mais j'en ai beaucoup aussi à Ajaccio. Ils vivaient 3 fois moins longtemps qu'à Cento ou qu'à Roliane. À Roliane, j'ai des tas d'ancêtres qui mouraient à plus de 90 ans en plein XVIIe siècle. À Ajaccio, les veufs et veuves à 21 ans avec 3 gamins, c'est courant. L'été, avec l'eau qui est polluée parce que c'est l'eau des salines, que l'on allait chercher avec les domestiques, allaient chercher pour les gens de la Città des seaux d'eau, ben, cette eau est tellement polluée que vous avez une mortalité, notamment estivale, qui est absolument incroyable. Madame, vous avez des chaises ici. Venez, venez. Asseyez-vous, docteur. Madame aussi, vous avez des chaises là. Tiens, Olivier, tu peux en récupérer une. Et donc, il y avait une mortalité à Ajaccio absolument extraordinaire, et ceux qui avaient la fontaine, la source, les Bacciocchi, c'était forcément la famille la plus riche d'Ajaccio, puisqu'ils vendaient l'eau à leurs concitoyens. Et la deuxième famille qui venait après les Bacciocchi, c'était la famille Peraldi, parce que les Peraldi avaient le monopole de la pêche au corail. Donc ils avaient des petites corallines. Ces corallines allaient sur les côtes du Maghreb, à la Cale, à Alger, jusqu'à Bougie à peu près, et ramenaient sur ces petits bateaux où il y avait 10 corailleurs et un capitaine de la coralline, ils ramenaient le corail qui servait de monnaie d'échange, qui servait à fabriquer les chapelets. Aujourd'hui, mesdames, vous avez toutes pensé aux bijoux, vous avez pensé aux colliers, mais au XVIe, XVIIe siècle, c'était d'abord les chapelets, les patenôtres, qui étaient utilisés pour le corail, ils servaient à ça, et les bijoux venaient après. Et c'était aussi une monnaie d'échange pour les achats avec les échelles du Levant, c'est-à-dire la Méditerranée orientale. Donc, les Bonaparte sont une famille aisée, de notables, à peu près en 3e position dans la ville, après les Bacciocchi et après les Peraldi. Alors, cette famille Bonaparte a une chance inouïe, c'est de faire des alliances absolument extraordinaires. Les ancêtres épousent des Istria, famille de seigneurs feudataires. Donc, les ancêtres de Napoléon ont été parmi les seigneurs corses. Ils épousent à Bonifacio les Cataccioli. Alors, les Cataccioli, vous les voyez encore aujourd'hui. Quand vous montez à Bonifacio, la rue des 2 empereurs, vous connaissez tous cette rue qui arrive en haut de la citadelle. Vous avez une grande maison à droite avec FC qui est gravé dans une pierre de marbre magnifique. F, c'est Filippo Cataccioli. Filippo Cataccioli est un ancêtre direct de Charles et donc de Napoléon. Filippo Cataccioli, c'est un immense banquier génois installé à Bonifacio. Et donc, dans cette maison, je trouve ça absolument extraordinaire. Moi, je suis passionné de généalogie. Et donc, dans cette maison, en 1541, vous avez Filippo Cataccioli, ancêtre de Napoléon, qui reçoit des gens qui arrivent sur une galère en bas, à la marine, et sur cette galère, il y a Charles Quint. Charles Quint qui va aller attaquer le port d'Alger en tant que 2e personnage de la chrétienté après le pape. Et donc Charles Quint monte dans cette maison sur un cheval, et vous avez le musée à côté de cette maison. Et dans ce musée, vous avez une espèce de cheval empaillé qui est couché par terre,
et on vous dit, ça c'est très nous, ça, très corse, on aime bien toujours, c'est nous, et donc eh ben, on dit Catacciol aurait tué le cheval en disant ayant porté un personnage aussi important, il n'était plus digne de porter quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour faire chic. La vérité, c'est qu'il n'y avait rien à manger et qu'il fallait donc nourrir Charles Quint et toute sa troupe qui arrivait. Et donc, on a tué le cheval, évidemment, pour le manger. Alors, ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. C'est une réalité parce que quelques jours après, il arrive à Alger, Charles Quint. Et à Alger, ils n'ont rien à manger non plus. Et il dit à ses soldats, on va tuer les chevaux, j'ai vu récemment que c'était une viande qui était très bonne. C'est donc bien pour ça que le cheval de Bonifacio a été tué. Bon. Donc, Charles Quint, suite à des mariages consanguins, c'est aussi l'ancêtre de Marie-Louise, l'épouse de Napoléon. C'est-à-dire que l'ancêtre de Napoléon, Philippe Catacciol, a reçu en 1541 dans sa maison plusieurs jours à dormir chez lui Marie-Louise, qui est l'ancêtre a reçu chez lui donc Charles Quint, qui est l'ancêtre de Marie-Louise de Habsbourg, femme de Napoléon. Arrive aussi avec cette galère un troisième personnage qu'on n'attendait pas du tout à Bonifacio, qui est Fernand Cortés. Fernand Cortés, qui a découvert le Mexique en 1519, qui est l'ancêtre direct de l'impératrice Eugénie. Donc c'est quand même incroyable qu'il y ait ces trois personnages qui sont réunis dans cette même maison de Bonifacio pendant quelques jours, tous les trois. Donc les Bonaparte épousent des Catacciol, très riches banquiers de Bonifacio, épousent des Istria, et ils épousent une Bozzi. Alors la maison que vous connaissez tous, la voici à peu près, la maison des Bonaparte. C'est une très belle maison quand vous la visitez aujourd'hui. C'est une demeure qui fait 320 mètres carrés. Et je vous ai dit, il n'y a pas de noblesse en Corse. Donc les Bozzi sont une famille seigneuriale, mais on n'applique pas ce que la Révolution appellera un jour le droit d'aînesse. Ça n'existe pas. On partage à part égale entre tous les enfants. Et donc l'ancêtre Bozzi, il coupe la maison verticalement en deux, comme on le fait toujours dans les maisons corses, de façon à ce que chacun ait un peu du toit et chacun un peu des caves. Et la maison, donc, ça fait 320 mètres carrés coupés en deux, 160 mètres carrés à droite de la bande et 160 mètres carrés à gauche de la bande. Chez les Bozzi, il n'y a pas beaucoup de descendants, ils sont un par génération. Par contre, chez la fille Bozzi, épouse Bonaparte, il va y avoir 3 enfants. Donc la maison, la moitié de la maison, celle du côté droit, eh bien, elle est coupée en 3 étages, 1, 2, 3, et vous avez donc 3 Bonaparte qui vivent dans 160 mètres carrés coupés en 3. Ça vous fait à peu près, pas tout à fait, 60 mètres carrés chacun, c'est un petit peu petit. Et puis, à la génération d'après, vous avez un Bonaparte qui a 3 enfants, qui est donc le père de Charles, à l'étage du milieu. Dans cet étage du milieu, il vit avec son frère Giuseppe. Il vit avec... Lui, c'est Giuseppe. Il vit avec son frère Don Luciano, que vous connaissez tous, qui est le futur archidiacre d'Ajaccio, et avec un autre frère qui s'appelle déjà Napoléon. Napoléon n'est pas le premier Napoléon de sa famille. Il est Napoléon Ier en tant qu'empereur, mais il est Napoléon II, si je puis dire, dans sa propre famille, puisque le frère de son grand-père s'appelle déjà Napoléon. Et donc, dans cet étage du milieu de 60 mètres carrés, eh bien, ils sont 3 frères, Giuseppe, qui meurt en 1763, en laissant un fils, donc orphelin, qui est lui, qui est Charles, qui a donc perdu son père en 63, il a 17 ans. C'est un adolescent, et c'est déjà pas mal. Conserver à l'époque un père jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est rarissime. La plupart des Ajacciens, ils ont 3-4 ans à la mort du père. Donc Charles, il a un père jusqu'à l'âge de 17 ans, il a une sœur Gertrude, mais ils n'ont pas grand-chose à se partager, puisque cet appartement de 60 mètres carrés, il est indivis avec les 2 oncles, Napoléon et Don Luciano. Et donc, dès qu'il est mort, Giuseppe,
Et le curé, qui est un type très bien, le curé, on le critique souvent, on dit c'est un vieil avare qui avait des pièces d'or cachées sous son matelas, etc. Et non, c'est un homme responsable et qui a bien conscience qu'il est, avec son neveu Charles, le seul Bonaparte d'Ajaccio. Les Bonaparte, c'est un patronyme qui ne correspond qu'à deux individus, le curé, Don Luciano, et le neveu Charles. Alors que les Pozzo di Borg, vous avez 4 chefs de famille qui s'appellent Pozzo di Borg, qui ont 14 chefs de famille, qui ont 14 épouses et qui ont tous 3 ou 4 enfants. Donc les Pozzo di Borg, c'est une famille très nombreuse. Les Bonaparte, non, ils sont que 2, et la sœur de Charles, Gertrude, ça fait 3. Et donc le curé se dit, bon, ben maintenant que tu as perdu ton père, tu as 17 ans, la première chose à faire, c'est de te marier. Car comme on meurt très tôt, les mariages se pratiquent extrêmement de bonne heure. Et donc, il faut te trouver, alors une femme que tu aimes, ça ne vient à l'esprit de personne à l'époque, que ce soit dans la noblesse, que ce soit dans le peuple, non. Il faut chercher une dot. Et donc, une dot chez les Péraldes, ça serait bien, mais on ne peut pas, parce qu'ils sont trop riches par rapport aux Bonaparte. Une dot chez les Bertioc, c'est des dots qui font jusqu'à 15 000 livres. Chez les Péraldes, 12 000 livres, c'est trop. Donc, Ramolino, ça marche. Elle a une dot qui correspond à ce qui sera la fortune de Charles un jour, puisqu'on est mineur pour un garçon jusqu'à 25 ans, et on est mineur pour une fille jusqu'à 30 ans. Et donc, comme Charles en a, en 1764, il a 18 ans, eh bien, je te marie avec Laetitia Ramolino, qui en a 14. Et donc, qui a une dot importante, 7000 livres, même très importante. Et donc, quand vous citez un chiffre, évidemment, ça ne veut rien dire, puisque personne ne se rend compte de ce que c'était 7000 livres. Et donc, il y a un bon moyen de comparaison que j'utilise toujours. La livre de Gênes est égale à la livre tournois française, et un officier de marine, alors évidemment je suis bien placé pour les officiers de marine, un officier de marine a une solde qui ne change pas de 1689, la grande ordonnance de Colbert, jusqu'à 1786, la grande ordonnance du maréchal de Castres. Et donc un lieutenant de vaisseau pendant 100 ans, ça gagne 1000 livres par an. Donc, une dot de 7000 livres, ça vous fait 7 années de solde d'un lieutenant de vaisseau. Un lieutenant de vaisseau gagnant aujourd'hui à peu près 30 à 40 000 euros par an, vous multipliez 30 000 euros par 7, et ça vous fait une dot d'à peu près 200 000 euros d'aujourd'hui. Donc, Laetitia, ce n'est pas du tout un mariage d'amour, évidemment, parce que ça n'existe pas. C'est un mariage d'intérêt, c'est un mariage d'argent, et qui pose problème. Et qui pose problème parce qu'il a 18 ans, Charles, et donc il a une petite copine. On dirait aujourd'hui c'est de son âge. Quels sont les rapports qu'il entretient avec cette demoiselle Forcioli? Est-ce que c'est sa maîtresse? Est-ce que c'est pas sa fiancée parce que la famille n'est pas intervenue? Est-ce que c'est une passion sûrement sexuelle et pas uniquement platonique? La demoiselle Forcioli, elle risque de débarquer à l'église et de dire « mais comment je l'aime » et il épouse Laetitia Ramolino qui est une enfant de 14 ans, je ne suis pas d'accord. Et donc, Don Luciano, le curé, dit « on ne peut pas aller au-devant d'un scandale, c'est évident ». Et il dit « il faut épouser pourtant Laetitia parce que non seulement elle a 7000 livres de dot, mais en plus c'est une fille formidable. » Et je vais vous choquer. Pourquoi elle est formidable? Parce que son père est mort. Donc, puisque le père est mort, les 7000 livres, ce n'est pas une dot. C'est un héritage. Elle est déjà l'héritière de son père, qui est mort à 32 ans, lorsqu'elle avait 5 ans. Laetitia, c'est une fille qui a énormément souffert toute sa vie, parce qu'à l'âge de 5 ans, elle avait déjà plus de père. Et donc, les biens Ramolino ne lui appartiennent pas encore, parce que le père du père est vivant.
Alors lui, c'est l'équivalent de quelqu'un qui aurait 120 ans aujourd'hui. C'est Jeanne Calment au masculin, le grand-père Amolino. À l'époque, il a 84 ans. C'est le doyen de tout Ajaccio. Mais le curé se dit, un homme de 84 ans, il en a pour 6 mois. Hein. Donc, c'est quand même un bon parti, Laetitia. Et donc, le curé a un frère qui est le curé Ramolino. Et donc, les deux vieillards discutent entre eux, Don Luciano Bonaparte et Don Giuseppe Ramolino, et ils disent on risque le scandale avec la petite Forcioli. Et on le risque d'autant plus qu'on a déjà connu un scandale chez les Ramolino. En 1702, il y a l'ancêtre Ramolino qui avait une maîtresse dans ce petit village pas très loin d'Ajaccio, qui est le village de Vero. Et cette maîtresse, elle était enceinte de 8 mois et demi. Et donc la famille dit, la famille Ramolino, on t'a trouvé une épouse et on te marie à la cathédrale tel jour. Et on l'a donc mariée à la cathédrale. Mais la fille de Vero, elle est arrivée en disant, enfin moi je suis enceinte depuis 8 mois et demi et maintenant on marie le père du bébé avec une autre. Ça a fait scandale, mais le mariage a été célébré. Et on voit que le curé est embêté. Et ça, je m'aperçois qu'il est embêté parce que quand je fais, comme toujours, le registre paroissial de 1702 à Ajaccio, 15 jours après le mariage de ce Ramolino, eh bien, le bébé, il est né. Et donc le curé, il ne sait pas trop quoi écrire. Et il écrit est né un fils, et puis il hésite, adultérin. Mais il n'est pas adultérin, puisque quand il a été conçu, le père était célibataire. Donc, adultérin illégitime, on voit, il barre sur son registre et il dit le nom du père, alors qu'il a marié le père depuis 15 jours. Adultérin de Francesco Ramolino et de demoiselle de Vero. Donc, Don Luciano et Don Giuseppe Ramolino disent on ne peut pas risquer le même scandale. On fait donc ce que l'on fait d'une façon quasi courante à Ajaccio, le mariage in casa. De nuit, on enferme les mariés. De nuit et sans témoin à la maison, donc tout Ajaccio dort. On va donc célébrer ce mariage en face de la casa Bonaparte qui est là. Aujourd'hui, devant la maison des Bonaparte, vous avez ce petit square où il y a un petit buste au-dessus d'une colonne, mais ça n'existait pas. Il y avait le grand-père et la grand-mère de Laetitia qui habitaient dans ce petit square. Le grand-père, c'est un personnage considérable. Le grand-père de Laetitia, qui était un inconnu, j'ai fait toute sa biographie et toute sa carrière dans ce bouquin, c'est le notaire Pietrasanta. Le notaire Pietrasanta, à l'époque, c'est un homme qui a 65 ans et qui est notaire apostolique. Alors, notaire apostolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est celui qui connaît les généalogies de toute la Corse. Parce que pour se marier à l'époque, on épouse presque toujours, tous nos ancêtres se sont mariés en Corse, au 4e degré de consanguinité. C'est-à-dire que chacun de nous, on a tous 8 arrière-grands-parents. La femme 8 et le mari 8, ce qui fait un total de 16. Dans un village, sur 16 arrière-grands-parents, il y en a forcément un qui a une sœur qui est l'arrière-grand-mère de la mariée. Donc c'est ce qu'on appelle le 4e degré de consanguinité, de nous à nos parents, de nos parents à nos grands-parents, de nos grands-parents à nos arrière-grands-parents, ça fait 3. Et donc le 4e, c'est celui qui est le père de l'arrière-grand-père de l'un et de l'arrière-grand-mère de l'autre. C'est ce qu'on appelle le 4e degré canonique, qui n'a rien à voir avec le 4e degré civil que nous avons aujourd'hui. Bon. Et donc, pour épouser un conjoint au 4e degré de consanguinité, il faut demander une dispense à l'évêque. Donc l'évêque a un notaire apostolique qui dit « Vous voulez vous marier ? Le nom de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, et votre femme, le nom de vos arrière-grands-parents. Ils sont cousins comme ça, et comme ils sont cousins, ils doivent payer une dispense de consanguinité qui coûte 80 livres.
Si la fille est enceinte, ça n'est que 40 livres. C'est pour ça que la plupart de nos ancêtres mettaient leur cousine enceinte avant de l'épouser. Et on se dit, mais ces Corses, c'est quand même extraordinaire, ils ont toujours des enfants au 6e ou au 7e mois. Et oui, puisqu'on joignait l'utile à l'agréable. Et donc on payait effectivement 2 fois moins cher l'autorisation. Bon. Et donc, le notaire Pietrasanta, il connaît les généalogies de toutes les familles. Ah oui, ceux-là, ils sont parents avec un tel. Ceux-là, ils ont fait un mariage pour vendette. Ceux-là, ils ont fait un mariage pour des raisons de dot. Celle-ci, elle était veuve, mais l'enfant, il n'est pas de lui, etc. Et tout. Donc, Pietrasanta, c'est un notaire qui est unique. Ce notaire, en plus, et c'est ça qui est le scoop de ce livre, puisque personne ne l'avait fait, mais moi j'aime la généalogie. Ce notaire Pietrasanta, c'est le tuteur de Laetitia, puisque Laetitia a perdu son père Ramolino à l'âge de 5 ans. Donc elle a été élevée par ce grand-père, qui était un homme charmant et qui s'est beaucoup occupé de sa petite fille. Sa petite fille lui écrit régulièrement « Je voudrais une paire de souliers, je voudrais avoir une robe comme ça. Est-ce que vous pouvez m'acheter des rouleaux de tissu? Je sais bien coudre, je pourrais couper dans ces rouleaux une robe. Je pourrais faire même une robe, un habit avec des paniers à basque, etc. » Donc elle est très proche de ce grand-père qui fait carrière et qui va devenir lieutenant de roi, c'est-à-dire le chef de la province du Cap-Corse à un moment, logé dans cette tour qui existe toujours à Roliane, qui est la tour de Barbara d'Amar. Les Damars sont éteints depuis la fin du XVIe siècle, et il est le lieutenant de roi, au nom de Louis XV, dans la tour de Barbara à Roliane. Et ce grand-père, ce qui est typiquement ajaccien, il est né posthume. Il arrivait souvent que la femme était enceinte, mais on mourait tellement tôt à Ajaccio qu'elle se retrouvait veuve et enceinte avec un bébé sur les bras. Et ce notaire Pietrasanta, il a une mère qui s'appelait Sorba. Et ça m'a plu. Ça m'a plu, je me suis dit, tiens, moi je remonte les familles toujours très très haut, le plus haut que l'on peut, pour une raison bien simple. C'est qu'on ne peut pas être pistonné par la société des agrégés. On ne peut pas être pistonné par les anciens de l'ENA ou les anciens de l'école centrale. La seule force qui existe, c'est la famille. Il n'y a rien d'autre que la famille. Et par conséquent, ce sont les liens familiaux qui expliquent toujours les réussites. Et donc je me dis, mais quand même, en 1768, le fameux traité qui est signé au moment où Gênes est ruinée. Gênes n'a plus un sou, la banque de Saint-Georges a fait faillite, et elle a demandé, la République de Gênes, depuis 1738, à Louis XV, d'envoyer des troupes dans l'île de Corse pour maintenir l'ordre génois. Et par conséquent, Louis XV a envoyé M. de Boissieu en 1738, qui est mort à Bastia, puis le futur maréchal de Maillebois en 1741, puis des troupes successives, le marquis de Cursay, qui est mort en 1752, et puis bientôt Marbeuf, parmi d'autres officiers, certains dont le comportement a été épouvantable, monsieur de Narbonne-Pelé ou Thionville, par exemple. Bon. Donc, Louis XV, que l'on dit omnipuissant, présent, la France jacobine qui a voulu absolument s'emparer de la Corse, en 1768, c'est pas ça. En 1768, Louis XV est un roi battu qui sort de la guerre de 7 ans. Il en sort sans un seul vaisseau, car les Anglais ont détruit la flotte de Toulon au large du Portugal, à Lagos, en août 1759. Ils ont détruit la flotte de Brest au large des Cardinaux en novembre 1759. Donc imaginez un pays, la France d'aujourd'hui, il n'y a plus le sous-marin, il n'y a plus le porte-avions, il n'y a plus aucune flotte. Elle a perdu les colonies, elle a perdu définitivement le Canada. Québec a été perdu en 1759, Montcalm a été tué. Elle a perdu Montréal l'année d'après, en 1760. Elle a perdu et très difficilement récupéré Belle-Île sur les côtes françaises, prise par les Anglais.
Elle a perdu la Martinique en 1762, elle a perdu la Guadeloupe en 1759, elle a perdu les comptoirs indiens. Alors la France qu'on présente toujours comme une France jacobine et omnipuissante, c'est une France vaincue et qui dit à la République de Gênes en 1768, et regardez, vous avez voulu que je rétablisse l'ordre en votre faveur depuis 30 ans en Corse, j'ai envoyé tous les ans des troupes, j'ai envoyé des navires, et les marins, ils mangent les vivres du roi. C'est toujours la formule que vous trouvez. Les armées, on s'en fiche, ils mangent chez l'habitant. Ils vont violer les paysannes, ce que les marins ne peuvent pas faire, ils sont en mer. Ils vont manger les vivres du roi, parce que sur un bateau, le roi paie tout. Les bocaux de prunes, de fruits, le biscuit qui est ce pain que l'on fait cuire 2 fois, d'où son nom, biscuit, les réserves de poissons salés, la viande, les salaisons, les fayoles, c'est-à-dire les fayots, les haricots, tout ce qui est les pois chiches, etc. Le vin rouge qui n'est que du Bordeaux et qui doit être le même que celui des officiers pour empêcher les mutineries. Les sacs de farine, etc., tout est payé par le roi. Donc Louis XV dit à Gênes, ben voilà, 30 ans de marins qui sont arrivés jusqu'à Bastia ou Ajaccio, les troupes, les travaux que j'ai faits, des casernes, des lits d'hôpitaux, 14 lits d'hôpitaux à Corté par exemple, vous me devez tant. Et Gênes dit on ne peut pas payer. Et donc un traité est passé le 15 mai 1768 entre Louis XV et la République de Gênes. Et ce traité, on a beau le dire et le répéter, il y avait encore une erreur dans le Septimania de samedi dernier, ce traité n'a jamais été un traité de vente de la Corse par le Doge à Louis XV. On a pourtant exposé le traité ici à Corté au moment où il y a eu cette très belle exposition, il y a 4 ou 5 ans. Pour la première fois, on a réussi à faire venir des archives nationales le traité dans une vitrine au musée de la Corse à Corté, avec le titre du traité, Traité de conservation de l'île de Corse à la République de Gênes. Conservation, eh bien dans le Septimania de samedi dernier, il y a Louis XV a acheté la Corse à Gênes en 1768. C'est extraordinaire, ça paraît incroyable, on a beau le dire, l'exposer, le voir, le répéter, ça ne fait rien. Bon. Donc en 1768, Louis XV abandonne à titre provisoire sa suzeraineté, c'est-à-dire sa puissance souveraine, sa suzeraineté sur l'île de Corse, à la monarchie française. Et donc, Louis XV ne devient pas propriétaire de la Corse. La Corse ne deviendra française que le 30 novembre 1789, à la demande des députés corses à l'Assemblée nationale, qui demanderont à être rattachés à la monarchie française, et les députés français diront aux députés corses on ne peut pas vous rattacher à la monarchie française aujourd'hui, 30 novembre 1789, alors que le 14 juillet 1789, 3 mois auparavant, a ébranlé cette monarchie. Et donc le décret de 89 sera un décret comme quoi la Corse deviendra française à sa demande et sera réunie à l'impérium français, c'est-à-dire au territoire français. Donc l'idée qu'on est pris et dont on veut se libérer, c'est une chose qui, moi, personnellement, me paraît tout à fait anachronique et contraire à la vérité historique. Donc vous avez un traité de 1768 qui est signé par 2 personnes. Une personne, c'est le duc de Choiseul, au nom de Louis XV. Et l'autre personne, c'est Agostino Sorba. Et je me dis, mais Sorba, c'est un nom que j'ai déjà vu. C'est la mère du notaire Pietrasante. Et donc, je fais la généalogie Sorba, et donc le notaire Pietrasante, grand-père de Laetitia, a une mère
Sorba, qui a un frère. Le frère était ministre de Gênes à la cour de Versailles. C'est le seul Corse présent le 1er septembre 1715 à Versailles pour la mort de Louis XIV. Il n'y a qu'un Corse présent pour la mort du roi, c'est l'arrière-grand-oncle de Laetitia Ramolino. Et cet arrière-grand-oncle, ministre de Gênes à la cour de Versailles, c'est-à-dire une sorte d'ambassadeur, on dit ministre de Gênes, mais c'est une sorte d'ambassadeur, a un fils, Agostino Sorba, qui est donc le cousin germain du notaire Pietrasante et qui est le frère de lait du notaire Pietrasante. Alors à partir du moment où on comprend ce lien familial, mais on comprend des tas de choses. Quand j'ai sorti la biographie, là, il y a quelques mois, sur Facebook, j'annonce toujours les publications, il y a eu pratiquement que des gens contents. Mais il y a eu une remarque de quelqu'un qui me dit « Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce traître ? Charles Bonaparte est un traître puisqu'il n'est pas parti avec Pascal Paoli au lendemain de Ponténove. » Alors quel est le lien de Charles avec Pascal Paoli? Charles donc épouse le 3 juin 1764 in case enfermée de nuit Laetitia Ramolino en présence d'un notaire, mais pas de curé. Ce qui fait que les royalistes vont dire après 1815, surtout après Waterloo, oh ben Napoléon c'est peut-être un bâtard parce que finalement on n'a aucune preuve du mariage de ses parents. On a l'acte notarié, ça oui, 3 juin 1764, ils se sont mariés devant notaire, elle apporte une dot de 7000 lire, et cette dot est composée de magasins, d'une boulangerie, de vignes, d'un excellent vin, et Charles lui-même apporte également une fortune de 7000 lire, dont son oncle lui donnera la jouissance quand il aura atteint l'âge de 25 ans. Pour l'instant, il en a 18 et elle en a 14. Donc ce jeune couple est pieds et mains liés aux deux oncles Ramolino et Don Luciano. Ces deux oncles qui les tiennent, eh bien, disent à Charles, il y a une université qui vient de s'ouvrir à Corté en 64, il faut aller faire des études à Corté. Et donc Charles, juste après son mariage, ça c'est un peu bizarre, à peine marié, il l'écrira lui-même en 1780, « J'ai laissé ma femme enceinte et je suis parti à Rome. » Et il y a un enfant qui est né, qui est dans les généalogies des Bonaparte. Mais cet enfant est mort-né. Où est-il né? Pourquoi n'a-t-il pas été baptisé? Est-ce que Laetitia, le 3 juin, le jour du notaire, elle était déjà enceinte? Et que c'est pour ça qu'on les a mariés aussi rapidement? Ça, on ne le sait pas. Il y a un premier enfant en 64, il y a un deuxième enfant en 66, il y a un troisième enfant qui va naître à Corté, puisque Charles est étudiant à Corté depuis 64. Cet enfant qui va naître dans la maison que vous connaissez tous, hein, évidemment, à Corté, qui est né en 68, le futur roi d'Espagne. Et lorsque Napoléon naîtra à Ajaccio, ça fait beaucoup réfléchir les jeunes femmes quand on dit ça dans un amphi, et lorsque Napoléon naît, sa mère a 19 ans, et c'est déjà le 4e enfant à 19 ans. Et donc elle va en avoir 13, et elle restera veuve avec 8 de ces 13, puisqu'il y en a 5 qui vont mourir au berceau, mais elle restera veuve à 30 ans, et elle aura déjà eu 13 enfants à 30 ans. Donc ça donne un petit peu à le tournis, et ça donne à réfléchir. Donc ils sont ici à Corté, et à Corté, Charles Bonaparte est en très très bon terme, lorsqu'il est rentré de Rome, avec Pascal Paoli. Pascal Paoli est à la tête du pouvoir, mais là aussi, il faut faire des restrictions, même si c'est peut-être pas très bien vu aujourd'hui. Il est à la tête d'un pouvoir reconnu par personne en Europe, y compris par la papauté. Il s'est emparé, disent les contemporains, du pouvoir, dans des termes d'ailleurs parfois pas très sympathiques, en disant c'est un vieux renard. On ne disait pas un requin, visiblement à l'époque. C'est un vieux renard qui s'est emparé du pouvoir, qui a usurpé le pouvoir, ce sont les termes que l'on trouve sous la plume des contemporains, en 55, et qui est donc au pouvoir en 64. La plus belle chose qu'il ait réussi,
c'est l'université. La Constitution, il y a beaucoup à dire, parce qu'on insiste beaucoup, nous, Corses, moi-même je l'ai fait beaucoup plus jeune quand je savais moins de choses, sur la Constitution de 55. Or, si elle avait été parfaite, il n'aurait pas demandé à Rousseau d'en écrire une autre en 64. C'est donc bien la preuve que celle de 55 n'est pas formidable, puisqu'il dit à Rousseau, eh bien, faites-nous une constitution. Pire, en 68, donc il est au pouvoir depuis 13 ans, quand il écrit au révérend Andrew Burnaby, qui est un pasteur écossais dont il est très proche, et puisque le fils de Burnaby sera même son exécuteur testamentaire à Londres, il écrit « Si vous pouviez me donner quelques idées pour élaborer une constitution pour mes concitoyens », alors qu'il a fait déjà 3 quinquennats, si je puis dire. Donc, il est au pouvoir depuis 55 et on est en 68. Donc, la Constitution de 55, je profite ici pour rendre hommage à Jean-Yves Coppola, qui a toujours parlé de cette Constitution en termes pré-constitutionnels, en termes pré-législatifs, mais qui n'était pas quelque chose d'élaboré. Et Florence est là ce soir, et donc je dois dire que Jean-Yves avait particulièrement raison lorsqu'il insistait beaucoup sur ce point, ce qui est très très vrai. C'était un projet constitutionnel plus qu'une constitution véritablement élaborée. Charles est très proche de Paoli. On a dit, je n'en ai pas la preuve, qu'il est même l'auteur de la fameuse adresse à la jeunesse que Paoli a prononcée pour haranguer la foule. Et quand on réfléchit 2 minutes, je pense que Charles en est vraiment l'auteur. Parce que Paoli harangua la foule à l'âge de 40 ans, en 1765, il est né en 25, en disant il faut créer un État, créer un pays, il faut penser à nos enfants. Et vous faites le geste avec la main, nos enfants. C'est un célibataire, il a 40 ans. Si vous mettez l'adresse sous la plume de Charles, ce que les gens de l'époque ont dit, en particulier l'abbé Rossi. L'abbé Rossi était le chef des Capucins d'Ajaccio. Or, les Bonaparte sont tous enterrés dans le couvent des Capucins à Ajaccio. Donc, Charles est très proche de cet abbé Rossi et a dû dire à l'abbé Rossi « Oui, c'est moi qui ai écrit l'adresse ». Et à ce moment-là, quand il fait le geste « Il faut penser à la génération et à nos enfants », Joseph est né. Et donc Joseph est au berceau, il est à la mamelle, il est en train de sucer le sein de sa mère. Et là, le geste, on le comprend. Dans la bouche de Paoli, on le comprend beaucoup moins. Donc je pense que réellement, c'est lui qui a écrit cette adresse à la jeunesse, et c'est un garçon cultivé, Charles, qui vit dans cette maison que vous connaissez tous, mais il n'y a pas le Crous, il n'y a pas de chambre d'étudiants, il n'y a pas de campus universitaire. Donc on y habite en famille. Le curé, don Luciano, habite la maison et il surveille les études de son neveu et le jeune couple de Laetitia et du petit Joseph. Et puis dans la maison, vous avez aussi Napoléon, le frère du curé. Le frère du curé, il a épousé, sur les conseils de son frère curé, il a épousé, si je puis dire, l'autre moitié de la maison, sa cousine Bozzi. Elle est la seule héritière de la maison. Et donc, lorsque Charles s'est marié, le curé a dit on ne peut pas tous rester dans le tiers de ce côté-là, parce qu'il va y avoir Laetitia, il va y avoir les enfants. Et donc le curé, c'est là que je dis que c'est un type bien, il a commencé par acheter à sa sœur, en juin 64, juste avant de signer le contrat de mariage de son neveu, il a acheté tout le rez-de-chaussée. Là où vous avez toutes les boutiques aujourd'hui, où vous avez les cartes postales, les bouquins, etc. Ça appartenait à sa sœur, Madame Ternao, qui avait épousé un Syrier d'Ajaccio, Pierre Ternao, qui était originaire de Campomauro, et donc il a acheté le rez-de-chaussée. Et en oncle bienveillant, il s'est installé au rez-de-chaussée pour laisser l'appartement du dessus à Charles, Laetitia et les enfants. Et en plus, comme lui devenait de plus en plus grabataire à cause de la goutte, il vivait en bas. Et il a dit à son frère Napoléon, « Tu ne vas pas rester avec nous, ça fait trop,
épouse la cousine Bozzi, c'est-à-dire l'autre moitié de la maison. Et ils ont eu une fille, Isabella. Et Napoléon et sa femme ne s'entendent pas du tout. Dans la famille Bonaparte, il y en a beaucoup qui ne s'entendent pas. Et donc, Napoléon et son épouse se battent régulièrement, et Napoléon a préféré monter à Corté avec le frère curé. Et Napoléon est mort ici. Ce qui permet parfois de plaisanter, de dire Napoléon Ier est mort à Corté en 1767, ce qui est vrai. Napoléon Ier, alors on voit bien que le curé ne connaît pas ce nom, ce prénom de Napoléon. Napoléon, c'est napolitain, napolitane, c'est-à-dire pêcheur de corail. Et ce prénom de Napolitano, il a été introduit en Corse par la famille qui avait le monopole de la pêche au corail en Méditerranée, qui étaient les Lomellini, qui ont fondé la citadelle de Bastia en 1376, Leonello Lomellini. Et chez les Lomellini, quand on regarde le dictionnaire qu'a fait Mosiconacci il y a une vingtaine d'années sur les prénoms, vous avez 14 Napoléons dans la famille Lomellini. Et un jour, dans les années 1650, vous avez un Napoléon Lomellini qui a été le parrain d'un ancêtre direct de Napoléon, Sebastiano. Et à partir de ce moment-là, ce prénom de Napoléon est passé chez les Bonaparte, d'où le premier Napoléon Bonaparte qui est mort, mais pêcheur de corail, la pêche au corail, ici on est en pleine montagne, le curé, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et vous avez l'acte aux archives, le curé il écrit « est mort Napou ». Puis on lui dit « mais non, ça doit être Don Luciano ». Et puis il dit « c'est pas Napou », alors il barre. « Napo », il dit « non, c'est pas ça », donc il rebarre. Et il n'arrive pas à écrire Napoléon sur le registre, il y a 3 ratures, parce que c'est un prénom qu'il n'avait jamais entendu. Et donc lorsque Napoléon est mort à Corté en 67, le curé dit ben, « maintenant, il n'y a plus qu'à capter l'autre moitié de la maison auprès de ma belle-sœur, veuve de Napoléon ». Et donc il dit à sa belle-sœur, qu'est-ce que vous voulez en faire de la maison? Évidemment, elle veut la garder. Elle dit, j'ai une fille qui est, elle, mon héritière. Donc le curé fait venir un garçon pour la marier. Elle s'appelle Isabella. Le garçon dit, ah oui, oui, moi, cette moitié de maison, elle m'intéresse beaucoup. Le curé dit, ah ben, elle vous intéresse, donc vous n'épouserez pas ma nièce. Et puis, on la présente à un deuxième garçon. La maison vous intéresse? Non, pas du tout. C'est parfait, vous épousez ma nièce. Donc Isabella épouse celui qui n'est pas intéressé par la maison. À partir de ce moment-là, Don Luciano dit à sa belle-sœur, je vous donne une très belle vigne, 4500 livres, en échange de la moitié de la maison. Le marché est conclu, et au bout d'un certain temps, la belle-sœur se dit, je me suis fait avoir par mon beau-frère le curé, parce que la vigne, elle ne rapporte pas grand-chose, alors que lui fait dans la maison des travaux considérables, d'escaliers, etc. Et ils aménagent cette maison de 320 mètres carrés d'une façon somptueuse. C'est la plus belle maison d'Ajaccio. Et Charles va acheter de très beaux meubles, des cabriolets Louis XV, tout capitonnés de velours rouge, le velours de Gênes, une très belle chambre qui montre qu'il est très amoureux de Laetitia, tout est tapissé, le haut du lit comme on fait maintenant en velours rouge, de très beaux fauteuils Louis XV, une magnifique cheminée en marbre blanc avec Cupidon en train de lancer des flèches donc gravées dans le marbre, etc. Enfin vraiment tous les symboles de l'amour. Et c'est un couple visiblement très amoureux qui va avoir 13 enfants en 20 ans de mariage de 1764 à 1785. Alors, dans cette unité familiale, il y a 2 combats. Il y a le combat de Borgo, où Charles Bonaparte va participer, ce qui est normal. Il a 22 ans, tous ses copains étudiants de l'université de Corté vont au combat à Borgo, et il se bat. Et puis, le traité de 68 est signé. Et le traité de 68, il est signé par Sorba, qui est quasiment le grand-oncle de Laetitia. Donc on comprend très bien que Pietrasanta et Sorba lui disent ben, « Attention, il ne faut pas te mettre dans le camp
des paolistes. C'est notre famille, c'est l'enjeu de notre famille qui en découle. Et donc l'année d'après, c'est Ponténove. Alors Ponténove, aujourd'hui, il faut faire très attention parce que là, on marche sur des œufs, parce que quand on lit, y compris la presse récente, les Corses ont été battus à Ponténove par ces cochons français. En gros, c'est ça. C'est ce que l'on lit aujourd'hui. Donc, les Corses, c'est 124 000 habitants. On a, je peux vous citer, tous vos ancêtres. En 1769, votre père, votre arrière-arrière-arrière-grand-père, son épouse, le nom de sa mère, de sa belle-mère et de ses enfants, village par village. 124 100 habitants. En gros, 60 000 adultes, 60 000 enfants. 60 000 adultes, ça fait 30 000 hommes. Si vous dites les Corses ont été battus, vous imaginez la levée en masse du temps de Danton en 1794 pour la Révolution française, vous avez à peu près 30 000 mecs sur le champ de bataille de Ponténove qui vont être battus. Toutes les sources vous disent, à Ponténove, 2000 combattants, 3000 au maximum, en comptant les mercenaires prussiens et les mercenaires suisses qui sont engagés dans les troupes de Louis XV. Donc si vous regardez 2000 Corses sur 30 000 hommes, ça vous fait du 7% de la population masculine. Donc, il ne faut pas dire les Corses ont été battus, parce que vous avez les événements du printemps dernier dans les rues de Bastia et dans les rues d'Ajaccio. Vous avez les gamins qui ont les hormones qui montent et qui vous disent, effectivement, on a été battu par ces sales Français. Il faut dire la vérité. Toujours la vérité en histoire, il faut toujours être objectif. C'est-à-dire, les paolistes ont été battus. Ce qui n'est pas l'ensemble des Corses. Moi, j'ai fait ma généalogie, je l'ai publiée dans un pavé que vous connaissez tous, d'à peu près 600 pages, où vous avez tous les frères, sœurs qui permettent de savoir quels sont tous les cousinages, etc. Donc, pour un homme de plus de 70 ans, ce qui est mon cas, en 1769, j'ai à cette ligne 2 parents, 4 grands-parents, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Je connais les 256. J'en ai pas un à Ponténove. Donc, c'est très parlant. Et pourtant, sur les 256, j'en ai un paoliste très connu, qui est Teramo Terami, qui a été le grand corsaire de la flotte de Pascal Paoli. Mais sur 256, il n'y en a pas un sur le champ de bataille. Donc, ça remet un peu les pendules à l'heure. Et si on dit « les Français nous ont battus », on engendre la haine. Si on dit « ils ont été battus par les troupes de Louis XV », moi, je ne me sens pas concerné. Les troupes de Louis XV, c'est la monarchie, c'est avant la République, ça ne nous concerne pas directement. Donc, si vous employez un terme authentique, les paolistes ont été battus par les troupes du roi, vous ne faites pas monter les hormones chez des gamins de 3e ou de 2e. Et ça, c'est l'authenticité historique et c'est ce qu'il faut faire. Si on ne fait pas ça, quel que soit le pays, quelle que soit la région, c'est pareil quand vous parlez des Bretons, c'est pareil quand vous parlez de les Normands dans n'importe quelle région. C'est l'objectivité historique qui doit toujours primer. Donc vous avez un Charles Bonaparte, en 69 il a 23 ans, et donc celui qui m'écrit sur Facebook, vous êtes intéressé à un traître, pourquoi? En quoi il est traître? Il a 23 ans, il a une femme. Ponténove, c'est en mai 69, 8-9 mai. Laetitia, elle accouche à Ajaccio, le 15 août. Est-ce qu'on abandonne une femme enceinte de 6 mois, qui est en train de nourrir au berceau Joseph, qui a 18 mois? Si Charles était parti, on ne pourrait pas dire aujourd'hui qu'on en a une bonne image. Il a un oncle curé qui l'a élevé, qui a acheté le rez-de-chaussée à sa sœur pour aller y vivre lui, puis qui s'est arrangé d'avoir l'autre moitié de la maison pour que Charles y loge une famille qui va être une famille de 13 enfants. Cet oncle est grabataire, impotent, mais quand on dit que c'est un traître, on se demande comment on peut oser employer ce terme à l'égard d'un homme qui est un père citoyen, justement, qui est donc tout à fait le contraire de l'image que certains veulent donner, et ce père citoyen va construire la terrasse où il y a le salon aujourd'hui, ce magnifique salon que vous avez a coûté 1200 livres,
Alors on vous dit, il était dépensier, il est allé comme député de la noblesse à Versailles, il a jeté l'argent par les fenêtres. Et ça ne devait pas faire plaisir à son oncle qui était très avare. Mais quand vous partiez à la cour, vous aviez des frais de mission considérables versés par le roi. C'est-à-dire que le voyage à Versailles n'a rien coûté. Vous étiez en plus payé en tant que député de la noblesse, et le prix touché en tant que député, j'ai fait tous les calculs et tout, 1200 livres, c'est le prix de la terrasse. C'est-à-dire que la terrasse n'a absolument rien coûté à l'oncle curé, c'est ce qu'il a gagné à l'époque où il a 30 ans, 31 ans. Il est allé à Versailles, où il s'est très bien comporté. On ne vous dit pas, ce que l'on dit de la plupart des officiers de l'époque, qu'il a fait tous les bordels autour de Versailles. Pas du tout. Il est allé chez les magasins de vêtements à Paris pour acheter les costumes de Joseph et de Napoléon qu'il a amenés en même temps à Autun, au collège d'Autun, pour lesquels il a obtenu des bourses et pour lesquels il a obtenu non pas un anoblissement, comme c'est écrit dans une histoire d'Ajaccio extrêmement récente, on dit qu'il a été anobli. Pas du tout, il n'a jamais été anobli, il a été maintenu dans la noblesse de sa famille depuis plus de 200 ans. Maintenu, ce n'est pas anobli. Il a été maintenu, c'est-à-dire qu'il a prouvé devant celui qui vérifiait les généalogies familiales à Versailles, votre père, qu'est-ce qu'il faisait, Giuseppe? Il est mort en 63. Rien. Pas charpentier, pas pêcheur, pas menuisier, rien. Votre grand-père, rien. Votre arrière-grand-père, jusqu'en 1490, il n'y en a pas un qui travaille de ses mains. Ils ont épousé les Istria, ils ont épousé les Bozzi, ils ont épousé des Damar, etc. Donc vous êtes maintenu dans une famille noble à la mode française. Donc il devient gentilhomme français, ce qui lui permet d'avoir des preuves de noblesse. Grâce à ces preuves de noblesse qui sont tout à fait légales. Alors on vous dit, c'est parce que Laetitia a couché avec le vieux Marbeuf qu'il a obtenu des avantages pour ses enfants. Pas du tout. Marbeuf était gouverneur de la Corse. Un gouverneur, bon, moi je sais bien à quoi ça servait un gouverneur, j'ai étudié des centaines d'officiers de marine qui étaient dans la même situation que le petit Napoléon et que le petit Joseph. Il voulait entrer dans la marine à Toulon, et bien, il fallait prouver la noblesse. Et donc le gouverneur envoyait les preuves de noblesse des gamins à la cour avec un dossier, fils d'eux, petit-fils d'eux, arrière-petit-fils. Donc Marbeuf l'a fait pour Casabianca, il l'a fait pour les petits Varèse, il l'a fait pour les Bonaparte, il ne couchait pas avec toutes les femmes de la Corse. Mais on a voulu, à l'époque, salir Laetitia, et on a prétendu que cette jeune fille de 16 ans était tombée amoureuse de Marbeuf, qui en avait presque 70, et qu'elle aurait même eu, dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui prétend que l'ancêtre était noir, on prétend même que Marbeuf était le père de Napoléon et qu'il avait appelé Napoléon parce qu'il avait un château en Bretagne dans le diocèse de Léon. Mais comment on peut oser écrire des choses pareilles? Et les écrire, à la limite, on peut être fou furieux, mais qu'un éditeur accepte de les éditer, c'est absolument impensable. Bon, et donc, Charles Bonaparte construit cette belle terrasse. Sur cette terrasse, père citoyen, il construit une petite cabane en bois parce que Napoléon est très doué pour le calcul, et donc il est à l'abri de ses frères et sœurs, il peut s'amuser à créer lui-même, ça c'est incroyable, des problèmes un peu de robinet comme nous quand on était enfant, c'est-à-dire voilà le moulin du grand-oncle, combien de temps il va mettre à moudre les grains à condition à proportion de ceci, en mettant... C'est incroyable les mécanismes mathématiques que Napoléon lui-même se met en tête. Et Charles continue à faire une progression de remembrement de tous les biens des Bonaparte en achetant à ses cousins, à ses cousines, les dots des femmes d'avant. Ma grand-tante Bonaparte, elle est partie avec ça en dot. On dit aux descendants, je vous rachète la dot de cette grand-tante qui est morte il y a 45 ans, et contre de l'argent que j'ai gagné en tant qu'avocat
au tribunal d'Ajaccio, et un avocat très moderne. Aujourd'hui, où on entend parler tous les jours de viols à la télévision, de gens qui auraient commis des viols, etc., il aurait adhéré à Balance ton port. Charles Bonaparte, il est très moderne. Il y a une fille d'Ajaccio de 16 ans qui est violée. Il lui dit « Je suis avocat au tribunal d'Ajaccio, il faut porter plainte. Je vous défends au tribunal. » C'est quand même un geste d'une modernité extraordinaire dans les années 1760. C'est pour ça que je dis c'est un homme bien vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des jeunes femmes, vis-à-vis de son épouse. Laetitia ne peut plus coudre. Elle a une main qui s'est paralysée, elle a le petit doigt qui est paralysé. Avec 13 enfants, il faut savoir coudre. Et donc, il l'amène à Bourbonne-les-Bains, en cure. Et lui aussi va en cure avec elle parce que malheureusement, il commence à tomber malade. Et cette maladie commence très tôt, vers 35 ans à peu près, maladie du foie, maladie de l'estomac. Et c'est assez caractéristique de ce qui se passe à Ajaccio. Alors, ça va vous amuser, mais le diagnostic de l'époque, c'est assez curieux. Il est donné par un médecin des armées, un médecin de Louis XVI, qui est le docteur Thion de la Chaume, et qui dit à Ajaccio, tous les hommes ont des problèmes d'estomac, style cancer de l'estomac, parce qu'ils ont trop de rapports sexuels l'après-midi. Donc, c'était le diagnostic d'un médecin des armées à l'époque. Bon. Toujours est-il qu'il vomit de plus en plus. Il vient de se construire une très belle pépinière aux Salines, à l'entrée d'Ajaccio, 23 hectares qu'il a remembrés en achetant à des cousins, etc. C'est rare de posséder à l'époque 23 hectares d'un seul tenant à l'entrée de la ville, mais sa maladie s'aggrave, là aussi très moderne, il va se faire soigner sur le continent. La première chose, c'est le médecin d'une des filles de Louis XV, donc de Madame Adélaïde. Ce médecin de Versailles, qui est le meilleur médecin de France, dit « Oui, cancer du foie, cancer de l'estomac, il faut manger des poires fondues. » Et il part de Versailles, il revient, il va à Orez pour prendre les eaux, il est de plus en plus malade, il repart sur le continent. Cette fois-ci, il va à Montpellier, puisque c'est la plus grande université, la plus grande faculté de médecine. Il est quasi à l'agonie lorsqu'il arrive, mais on a quand même les questions et réponses de son régime alimentaire quelques jours avant sa mort. On voit que le médecin lui fait une ordonnance, mais que cette ordonnance, elle est fonction de ce que lui a dit, puisque le médecin prend le contre-pied, visiblement, de tout ce qu'il lui a dit, c'est-à-dire ne pas manger de fromage trop fait, c'est qu'il a mangé. Ne pas manger de charcuterie, c'est qu'il a dû dire qu'il mangeait du lonze et du ficatelli. Ne pas manger, donc toute une série de plats qui sont typiquement corses. Attention au vin, attention aux liqueurs spiritueuses, aux gâteaux de châtaigne, etc. Donc d'après l'ordonnance, on sait ce qu'il mangeait. Et c'était une famille de notables qui mangeait plutôt bien à Ajaccio, y compris des choses très raffinées pour l'époque, du chocolat chaud. Je publie là-dedans l'inventaire après décès, après sa mort. Il y a une chocolatière, comme Pascal Paoli. Pascal Paoli buvait aussi du chocolat chaud à Solacaro en 1764, ce qui était quelque chose de rarissime. Il aurait offert du muscat à Boswell, on l'aurait compris, mais du chocolat chaud, c'est quand même rarissime. Et donc, en 85, lorsqu'il est arrivé à Montpellier, il est mort en quelques jours, dans des douleurs effroyables. Les médecins lui ont dit « Qu'est-ce qu'on vous a donné à Paris? Des poires fondues. Continuez les poires fondues. » Donc, il meurt. Le jeune Napoléon est à Brienne à ce moment-là. Joseph est à ses côtés. Le futur cardinal Fesch, qui est fils de protestant et qui finira cardinal romain apostolique, c'est assez curieux, est allé à son chevet. Et il est enterré à Montpellier. Et il est enterré à Montpellier pour très longtemps. Et ensuite, il sera déterré de Montpellier pour amener dans la chapelle du château de Saint-Leu, chez son fils Louis. Et puis ensuite, il sera à nouveau déterré de Saint-Leu et les restes seront amenés en 1951 dans la chapelle impériale à Ajaccio. Merci.
Si vous avez des questions, c'est volontiers, bien entendu. Moi, je voudrais poser une question sur les propos que vous venez de tenir sur Fontainebleau. Pourquoi vous n'intervenez pas dans la presse au moment de tous les ans de la fête à Fontainebleau, où les Français ont été battus, etc. On ne vous entend pas beaucoup, alors j'ai loupé carrément les articles pour rétablir la vérité, comme vous venez de le faire. Alors vous posez une question merveilleuse aujourd'hui. Pourquoi merveilleuse aujourd'hui? Parce que j'ai sorti il y a quelques jours, le 6 mars, ce petit bouquin, La Corse, une autonomie en question. Il n'y a pas que c'est contre l'autonomie ou pour l'autonomie, il y a que je me pose des questions. Les questions, c'est que quand j'entends dire que le régalien reste à l'État, qu'est-ce que le régalien? L'armée, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, les affaires étrangères. Alors, je ne vois pas le président de l'exécutif déclarer la guerre à la Russie. Bon. La monnaie, et c'est à peu près tout. Donc l'éducation, ce n'est pas le régalien. La santé, ce n'est pas le régalien. Donc moi, je me partage entre Paris, Nice et la Corse, mais je suis domicilié sur le continent. Donc mes questions, elles m'inquiètent pour vous. Si on vous enlève les cartes vitales parce que ce n'est pas le régalien, ce qui est aussi le cas de la Polynésie, par exemple, à laquelle on veut ressembler, si l'éducation devient régionale, qui va recruter les professeurs? Moi, j'ai été président du jury du CAPES pendant 8 ans, ce sont des concours difficiles. Je salue au passage mes collègues de l'université de Corté. Laetitia est partie. Et donc, j'ai fait ce livre. Et pourquoi je n'interviens pas dans la presse? Parce que mon éditeur a demandé un compte-rendu du livre à une très bonne journaliste qui est Véronique Emmanueli, que je connais depuis 25 ans et qui me fait toujours d'excellents comptes rendus dans la presse de tous mes livres depuis 1990, et qu'en ce matin a refusé. Donc je ne suis pas sollicité et je le regrette. C'est dommage, parce que ça éclairerait les esprits de certains dans la confusion actuelle. D'autre part, si vous permettez, vous parlez des recrutements des professeurs. Vous connaissez certainement les modalités de recrutement des professeurs de l'enseignement supérieur, dans le cadre de l'autonomie des universités. Chaque université recrute ses professeurs dans un cadre bien défini. Donc, ça ne pose aucun problème. Moi, ça m'en a toujours posé. Oui, mais... Moi, ça m'en a toujours posé parce que j'ai fait une longue carrière et j'aimais beaucoup la façon dont on était recruté quand j'ai été recruté. C'est il y a 50 ans. Non, pas 60. Mais je suis resté professeur, dont 32 ans, professeur d'université, quand les universités n'étaient pas autonomes. Et donc, on avait un vrai choix. Après, je suis resté 25 ans président de commission de recrutement. Mais à ce moment-là, c'est l'injustice qui règne. C'est l'injustice parce que c'est le recrutement local. Et dans la plupart des universités, lorsque les postes sont publiés, pas uniquement à Corté, hein, mais dans la plupart des universités, lorsque les postes sont publiés au journal officiel de la République. On va prendre un exemple, si vous voulez, très précis, et je ne vais pas abuser de votre temps parce que c'est dans le sujet contemporain, mais c'est aussi hors sujet. Donc, quand moi j'ai été recruté, il y a presque 40 ans, comme maître de conférence, puis après comme professeur, vous aviez un ensemble d'enseignants de l'université, c'est-à-dire histoire moderne, c'est moi, 1492-1792, histoire contemporaine, histoire romaine, histoire grecque et histoire médiévale. Mon premier poste, Bordeaux 3, et je passe devant 32 collègues de cette université. Et nous étions 33 candidats. Personne ne peut tenir une commission de 32 personnes. Il y a vraiment du choix. Il y a vraiment du choix parce qu'il n'y a pas un syndicat qui tient 32 personnes. Il n'y a pas un groupe politique, Parti socialiste, républicain, qui tient 32 personnes. Et j'ai été élu par 32 voix sur 33 de gens que j'allais voir au quotidien pendant des années. Puis ensuite, les universités sont devenues autonomes.
Autonome, on a dit, c'est pour rendre le recrutement plus juste. Et donc là, j'ai été président de commission, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, mais ça n'est pas facile. Pourquoi? Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on dit, on va recruter un maître de conférence. Dans la commission, il y aura 8 professeurs et il y aura 8 maîtres de conférence. Sur 8 professeurs, 4 seront de la fac et 4 seront étrangers à la fac. Et sur les maîtres de conférence, 4 seront de la fac et 4 seront étrangers à la fac, ce qui fera donc 16. Très bien. Mais ce ne sont pas donc des gens de votre université, puisque vous êtes autonome. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez prendre Tartampion comme nouveau prof. Tartampion, il a fait sa thèse avec un tel. Ah, vous téléphonez à un tel et vous dites, est-ce que tu veux être dans la commission de recrutement cette année? Ben oui, ça fait une voix pour un tel. Et puis vous savez qu'un tel, il est à tel syndicat. Donc vous appelez 3 copains de ce syndicat et vous dites, cette année on voudrait recruter un tel. Et donc ils viennent à la commission. Ce qui fait qu'un système qui a été pensé, j'ai écrit à Macron, j'ai écrit plusieurs fois à différents présidents, à Hollande également auparavant, pour favoriser quelqu'un, les jeux sont faits. Et alors vous êtes peut-être à l'université, je ne sais pas, mais assez souvent, les gens vous disent aujourd'hui, quand le poste paraît au JO, on sait pour qui il est. Mais c'est votre droit, parce qu'on est en démocratie, qu'on vous laisse parler, pas comme encore ce matin. Si vous voulez revenir un peu au sujet. Oui, monsieur. Monsieur le professeur qui s'est engagé sur cette histoire, donc c'est un détail qui est important. Il faut dire, il faut préciser que si, par exemple, un membre du jury connaît un des candidats qu'il a eu en thèse, par exemple, où il a participé à des travaux, il doit se déporter. Oui, tout à fait. Comme dans tous les concours, d'ailleurs. Oui. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas. Monsieur. Bien. Je voudrais revenir un peu au sujet de notre conférence. Vous parliez tout à l'heure de... Vous m'entendez bien? Oui. Bien. Bon, ben, je vais pencher. 1, 2. On entend quand même. Bien. Non, je n'en ai pas besoin. Merci. On parlait de la Constitution tout à l'heure. Il faut savoir également qu'il y a un certain nombre d'articles qui ne faisaient pas partie de la Constitution. Et puis également, on se retrouve également dans la même situation lorsqu'on parle du rachat de la Corse à Gênes. Il y a des articles secrets qui liaient Gênes à Louis XV et qui fait que finalement, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Si, on sait, je les ai publiés, ce fameux traité, mais les gens ne le savent peut-être pas forcément. Et celui qui ne le savait pas au départ et qui a fait naître la légende de l'achat, c'est Pascal Paoli lui-même. Parce que Pascal Paoli, en 1768, aurait voulu avoir accès au texte du traité. Bon, parce qu'il se considérait comme le chef de l'État corse. Mais personne ne lui reconnaissait cette qualité. Donc, en 1768, vous avez les Anglais qui voulaient absolument la Corse. Je vais publier un truc prochainement là-dessus, sur Brave Corse. C'est incroyable. On dit les Anglais, nos amis. Pensez donc, l'invincible Albion, vous les avez vus souvent, nos amis, à Dunkerque en 1940, lorsqu'ils tapaient avec des coups de rame sur les marins français pour les empêcher de monter à bord de leur bâtiment et qui leur coupaient les mains au sabre parce qu'ils risquaient de faire chavirer les barques. Ils n'étaient pas du tout nos amis. Et dans les correspondances des Anglais de 1768, il est écrit noir sur blanc, si nous arrivons à prendre Ajaccio, nous n'avons plus besoin de prendre Toulon. Et donc les Anglais voulaient la Corse pour une raison évidente,
1704, ils prennent Gibraltar, ils ferment la Méditerranée. 1708, ils prennent Minorque. 1745, ils sont à Bastia. 1794-96, c'est le royaume anglo-corse que les femmes corses ont bien fait de chasser, car avoir des troupes hérétiques, comme elles le disent, protestantes, dans une île aussi catholique que la Corse, c'était impensable. Ce sont les femmes corses qui ont mis dehors d'abord Buonarroti, et puis après, qui ne voulaient pas un pays hérétique chez elles, au point qu'on a dans la constitution anglo-corse de 1794 que le catholicisme sera érigé en religion d'État parce que les femmes corses n'ont pas voulu des anglicans ou des presbytériens sur le sol corse. Et en 1796, c'est la fin du royaume anglo-corse, donc Gibraltar, Minorque, Bastia, la Corse, 1956, Suez. Donc la Royal Navy a toujours voulu transformer la Méditerranée en lac anglais, et la raison, elle est tout simplement là. Alors sur la Constitution de 1755, c'est à l'honneur de Pascal Paoli d'avoir voulu en créer une d'inspiration en partie due à Montesquieu. Parce que Montesquieu a publié l'Esprit des lois en 1748, qui est traduit en italien, ce qui lui permet d'y avoir accès, en 1751, et il arrive ici en Corse en 1755. Alors aujourd'hui, il y a débat. Il y a débat sur est-ce que cette constitution a influencé celle des États-Unis d'Amérique? Alors c'est vrai qu'on a plutôt envie de dire oui. Et les Américains vous disent pas du tout. Moi j'ai fait des conférences à l'Université de Californie sur le sujet, à Los Angeles. Ce qui est sûr, c'est que Paoli est devenu ce qu'il est devenu grâce aux États-Unis. C'est pour ça que dans le petit bouquin que je viens de faire, je reproche pas du tout aux élus corses, ils sont dans leur logique. On leur propose quelque chose, et il est évident qu'on leur dit « vous voulez plus de pouvoir, on va vous le donner ». Ils le font. Mais je reproche notamment à Emmanuel Macron, dans son discours du 20 septembre ici, d'avoir cité à 17 reprises dans le discours la Méditerranée. La Corse, une île méditerranéenne. Paoli est devenu une personnalité parce qu'il n'est pas resté méditerranéen. Paoli, jusqu'en 1765, il est connu où? Un peu à Paris, parce qu'ils ont pris John Wilkes comme opposant, qui est l'opposant du roi d'Angleterre, qui est pensionné à Paris. C'est la raison pour laquelle l'Angleterre va pensionner ensuite Paoli. Il est connu à Livourne, un peu à Rome, à Gênes, et c'est tout. Paoli est connu à partir de 1765 seulement, lorsque un certain James Boswell, qui appartient à la Grande Loge d'Angleterre, arrive en Corse et va rencontrer Paoli à Solacaro et va publier un bouquin qui est An Account of Corsica, qui va être publié en l'espace d'un an en 7000 exemplaires. Boswell fait venir un peintre en Corse, Bainbridge, le fameux tableau de Paoli qui est réalisé par Bainbridge. Bainbridge n'est pas passé comme ça à Corté en disant « tiens, je vais aller voir la Corse ». C'est Boswell qui lui a demandé de venir peindre Bainbridge. Les premières apparitions internationales de Pascal Paoli, ce ne sont que dans des loges maçonniques en 1766, 67 et 68, à Philadelphie et à Boston. Et donc, ces loges, tous les 5 avril, savaient que Paoli était né le 5 avril 1725 à Morosaglia. Et on portait des toasts à Paoli dans les loges maçonniques. Et à ce moment-là, il y a eu 165 tableaux et lithographies qui ont été peints en l'honneur de Pascal Paoli grâce au réseau maçonnique européen qui était en train de se créer. Montesquieu lui-même l'était, initié à Rome dès 1730. Et Charles? Et Charles l'est devenu à Marseille en 1780. C'est d'ailleurs parce qu'il l'est devenu
que Paoli, dans sa vieillesse, lorsqu'il parle de Charles, alors que les paolistes ont détruit la maison de Laetitia à Ajaccio en 1793, dit toujours « mon bon ami Charles », parce que la rivalité a été effacée parce qu'il est maçon, lui aussi. Tout à fait. Et celui qui va accueillir Pascal Paoli en juillet 1790 à Marseille, c'est Joseph. Parce que Joseph est louveteau, c'est-à-dire futur franc-maçon, et franc-maçon lui aussi. Et c'est Joseph qui va accueillir Paoli à Marseille. Paoli qui débarque le 14 juillet 1790, et le 14 juillet 1790, il débarque à Maginage. Ce n'est pas un hasard. Le 14 juillet, c'est le jour de la fête de la Fédération nationale. Et la fête que nous célébrons tous les ans, mais vous le savez, en raison de votre âge, puisque vous avez dépassé la majorité, mais mes étudiants ne le savaient pas, nous ne célébrons pas en France le 14 juillet 1789. On n'a jamais célébré le 14 juillet 1789, qui est un jour sanguinaire. On a tué le marquis de Launay, directeur de la Bastille, on a tué Berthier de Sauvigny, prévôt des marchands de Paris, on a pendu la bouche remplie de foin son beau-père de 75 ans, qui était Monsieur Foulon de Douai, devant l'hôtel de ville de Paris. La République ne peut pas célébrer le 14 juillet 89. Le 14 juillet 90, c'est la fête de la Fédération qui est célébrée par Talleyrand, évêque d'Autun, successeur de Monseigneur de Marbeuf, évêque d'Autun, qui s'est occupé des petits Bonaparte lorsqu'ils étaient collégiens à Autun, parce qu'il était le neveu du gouverneur comte de Marbeuf. Et donc, Paoli débarque le 14 juillet 90. Mon grand-père a fait graver dans le marbre sur le port de Maginage, dans une plaque qui aujourd'hui n'est plus très lisible, « Ô ma patrie, la Corse, je t'ai laissé esclave de Gênes, je te retrouve libre grâce à la France ». Et donc ça, c'est le 14 juillet 90. Et ensuite, toutes les lettres de Paoli dans lesquelles il dit « J'aime l'union avec la France parce que nous sommes désormais à égalité avec tous les autres citoyens français et que cette grande nation nous a ouvert l'accès à tous les honneurs et à tous les emplois à égalité avec les autres citoyens », c'est Paoli dont on fait l'ennemi de la France régulièrement dans la presse depuis 50 ans. Et donc Paoli était pas ami de la monarchie absolue, ça c'est vrai, mais la monarchie absolue s'achève le 22 septembre 1792. Et donc, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à la France républicaine les erreurs qui ont pu être commises en 1769. Ça paraît logique, oui. Oui, bonjour. Je suis le président de l'association Joseph Bonaparte à Corté. Vous avez parlé de Joseph Bonaparte tout à l'heure qui accueillait Pascal Paul. Il faut savoir que quand même Joseph, au début, il parle bien de Pascal Paul, mais après, Pascal Paul, il l'empêche dans une carrière politique parce qu'il lui oppose Pozzo di Borgo à Corté. Excuse-moi, c'est Charles, c'est pas Joseph. Non, on parle de Joseph, quand il accueille à Marseille. Joseph. Oui, Joseph. Il l'a vu d'abord comme un ami de son père, parce que c'était Charles Bonaparte qui est parti en Italie pour être avocat, et il est revenu travailler avec Pascal Paoli à 200 mètres d'ici, et ils habitaient la maison Bonaparte, mais Laetitia n'habitait pas la maison Bonaparte, elle habitait la maison Gaffo. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, vous avez dit le premier Bonaparte est arrivé à Bastia dans les années 1420, c'était un officier de Gênes. 1483. C'est un officier de Gênes qui a ensuite monté à Ajaccio, Calvi, oui. Et le premier Bonaparte, c'est l'oncle. L'oncle qui s'appelle Bonaparte, Napoléon. Mais le deuxième Bonaparte, c'est le premier fils de Laetitia, qui est né là. Oui, Joseph. Joseph, non, Napoléon. Le premier fils de Laetitia est né ici, là. Napoléon Bonaparte.
qui est mort jeune. La deuxième, c'est une fille qui s'appelle Mariana, qui est morte et qui sont enterrées certainement en face de la mairie. Par contre, j'ai vu l'original de la naissance à Maison Lafitte. À Maison Lafitte? Ah mais ça m'intéresse. Chez Jacques Millard. Qui a quoi? Qui a un acte de baptême? Il y a, à la maison de la mairie de Maison Lafitte, il y a un acte de Napoléon, et sur les côtés, il y a Joseph qui est en numéro 3. Vous avez Napoléon, Mariana et Joseph. Joseph est le troisième. Ils n'étaient pas viables. Et ce n'était pas viable. Il y en a deux. Ouais. Les deux, les mais premiers, un s'appelait Napoléon. Mais on a les actes de baptême de ces enfants? Alors, je sais pas. On pense qu'ils sont enterrés en face de la mairie, dans l'ancien Aiglon Cinéma. Ah oui? Dessous, il y a une chapelle. Eh bien, ça, je vous remercie, parce que vraiment, personne ne trouve ces deux premiers morts-nés. Il faudrait écrire à Jacques Millard. Oui, il faut avoir les actes de baptême. Sur une généalogie. Parce que Napoléon, quand il est arrivé à Autun, il a mis d'abord Néacorté. Ah oui? Il a barré et il a mis à Ajaccio. Parce que Laetitia, elle était enceinte de presque 9 mois. Quand elle a quitté Corté, il faut monter à Lotz. Et à Lotz, ils sont remontés à Ajaccio. Et beaucoup pensent que Napoléon serait né ici et qu'il serait parti sur mule rejoindre Ajaccio parce qu'ils avaient les paulistes au derrière. Parce que Charles avait changé de camp, il a vu que... En plus, il a vu que le vieux Paul, qui ne bougeait plus de Morosaille, qui n'était pas cortenay, par rapport à Jean-Pierre Gaffour, qui était cortenay. Et il ne venait plus là, donc il a compris qu'il fallait changer de camp, parce que l'avenir était certainement une Corse française, mais oui. plutôt qu'une Corse corse. Non, merci. Mais... Oui? J'ai une question toute simple. Donc Charles aurait étudié à Corté, ensuite à Rome, et est-ce qu'il est allé à Naples? J'ai la notion qu'il allait... Non. Charles a fait des études comme on les faisait au XVIIIe siècle. Alors heureusement qu'il n'y a pas d'étudiants dans la salle, parce que ce n'était pas extraordinaire. À Corté, il a fait l'équivalent d'un DUG, c'est-à-dire les 2 premières années de droit, 1764-66. À Rome, il n'y est pas allé pour faire des études. En 64, juste après avoir épousé Laetitia, il est parti à Rome voir un chanoine. Ce chanoine, c'est le révérend Celli, C-E-2-L-I. Alors, je m'étais demandé pourquoi. Et puis après, j'ai commencé à trouver une hypothèse intéressante, c'est que tout le monde connaît cette maison des Mileli. Les Mileli, Charles n'y a jamais mis les pieds. On a l'impression qu'ils allaient là en week-end, qu'ils allaient ramasser les fruits, les légumes, pas du tout. Celli, le chanoine, est visiblement le petit-fils du notaire Celli et existait jusqu'à la Révolution le testament que l'on appelle le testament par substitution. C'est-à-dire que vous avez une Virginie Odone qui est l'arrière-grand-mère de Charles, épouse Bonaparte. Et puis vous avez le vieil Odone, le père de Virginie, qui avait 2 enfants, Virginie et un garçon. Le vieil Odone, en 1671, a fait donc un testament, c'était légal, par substitution. C'est-à-dire, je lègue tous mes biens à mon fils Odone, tant qu'il aura des descendants Odone. Si un jour, le dernier des Odone n'a plus que des filles, mais vous vous rendez compte, il pouvait se passer 300 ans. Si le dernier des Odone n'a plus que des filles, elles n'auront rien. Par contre, ce sont les descendants de ma fille Virginie qui hériteront. C'était source d'imbroglio, c'est la raison pour laquelle Napoléon a fait supprimer ce type de testament dans le Code civil. Ça n'existe plus depuis. Donc, que se passe-t-il? Odone meurt, son fils Odone hérite, son petit-fils Odone hérite, et ce petit-fils fait un testament alors qu'il était tenu par le testament de l'ancêtre. Il fait un testament et il lègue tout aux jésuites.
Charles Bonaparte, qui a fait 2 ans de DEUG de droit ici, part à Pise, où il fait un doctorat en droit. Alors heureusement qu'il n'y a pas d'étudiants, parce que le doctorat de Charles, le doctorat de Pozzo di Borg, c'est 1 semaine à Pise. 1 semaine à Pise, il arrive à l'université. Les profs s'appellent comment? Bonaparte. Ce sont des Bonaparte de San-Miniato, qui n'ont aucune parenté avec les Bonaparte de Sarzane. Alors, vous arrivez comme étudiant, moi aussi ça m'est arrivé avec des étudiants. Vous vous appelez comment? Bonaparte. Et vous, Bonaparte aussi. Ah bon, vous voulez faire une thèse sur quoi? On ne sait pas trop sur quoi est la thèse de Charles. Apparemment, ça serait sur la légalité du mariage forcé, comme par hasard, puisqu'on l'a forcé à épouser Laetitia et qu'il ne voulait peut-être pas l'épouser. Donc, on réunit un jury avec un prof de médecine, Bonaparte, un prof de droit, le candidat. À la fin de la semaine, c'est fini. Ça sera pareil pour Joseph, ça sera exactement pareil pour Pozzo di Borg en 1787, lorsqu'il aura 23 ans. Donc, les études, c'est à peu près tout. Mais c'est quand même une formation de juriste. Le résultat, c'est qu'en revenant avec sa famille qui grandit, la nécessité d'avoir effectivement des fruits et des légumes, il se dit, le testament de mon ancêtre de 1671, il interdisait aux odones de léguer les biens à quelqu'un d'autre. Donc le testament fait en faveur des jésuites, il n'est pas bon. Donc quand cet odone meurt en 1771, il dit « Tout revient à mon arrière-grand-mère Virginie Odone et j'hérite ». Les jésuites, comme bien, possèdent les Mileli. Donc Charles dit « En échange des biens de la famille Odone, donnez-moi la propriété des Mileli, parce qu'il y a de très beaux oliviers. » Et donc le procès va durer de 1771 à 1785, 14 ans. Et donc le pauvre Charles est mort pendant le procès. Et la seule à profiter des Mileli, c'est Laetitia, une fois veuve, qui va pouvoir y amener ses enfants. C'est le fameux endroit où Napoléon écrira la lettre à Boutafogue, donc en 1789, et c'est de là qu'il embarquera après sa famille pour partir sur le continent. Mais les études de droit, c'est 2 ans et 1 semaine. Mais ça lui a permis d'avoir le poste d'assesseur du procureur du roi à Ajaccio. Il y a un passage à Naples pour les études? À Naples, pas du tout. Celui qui a fait des études à Naples, alors là aussi, beaucoup de bêtises, c'est Pascal Paoli. Pascal Paoli a fait des études à Naples, c'est vrai, dont certains voudraient faire de Pascal Paoli le disciple de Genovese. Et alors on lit ça depuis une 30aine d'années, il a fait ses études avec Genovese. Et je viens d'envoyer d'ailleurs un long article à Jean-Guy Talamone cette semaine. Genovese a 23 ans, lorsque Paoli, qui en a 15, est à Naples. Il n'y en a pas un qui est prof et l'autre qui est élève. Lorsque Genovese devient professeur d'économie à l'université de Naples, Paoli, il a déjà 25 ans et il est à Gaète en garnison comme sous-lieutenant d'infanterie. Donc il n'a jamais été l'étudiant de Genovese. Dans toute l'œuvre de Genovese, Genovese parle de Paoli une seule fois. Et il dit, des termes flatteurs, « J'ai connu ce nouvel Epaminondas lorsqu'il était petit garçon. » On ne dit pas d'un étudiant que c'est un petit garçon. Donc ce qui est possible, c'est que Genovese, qui était un philosophe franc-maçon et napolitain, ait connu Pascal Paoli comme répétiteur à la maison, 1 ou 2 fois. Il est également possible que en 1739-40, c'est la seule année où c'est possible, il ait eu en une année qui est l'équivalent de la seconde, de la première et de la terminale, Paoli peut-être comme élève, mais à l'âge de 14-15 ans, mais jamais à l'université. Paoli n'est jamais allé dans une faculté. D'où d'ailleurs une certaine jalousie vis-à-vis de Napoléon, parce qu'on oppose toujours, ça aussi ça m'énerve, on oppose régulièrement Napoléon et Paoli. C'est d'une stupidité incroyable.
Napoléon est né le 15 août 1769. Son père, Charles, qui est là, est né en 1746. Les parents de Laetitia, donc les grands-parents de Napoléon, la grand-mère est née en juillet 1725 à Ajaccio, Pietrasanta, et le grand-père en 23. Juillet 25, la grand-mère de Paoli et la grand-mère de Napoléon est plus jeune que Paoli. Paoli, c'est l'équivalent du grand-père de Napoléon. Alors je dis régulièrement, c'est un peu comme aujourd'hui dans un amphi ou dans une conférence, on me demandait est-ce que François Hollande s'entendait bien avec Charles de Gaulle? C'est pour ça que je dis c'est une question stupide, parce qu'on ne peut pas être le rival en politique de son grand-père. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble à Pontenove en 1790, puisque Bonaparte arrive en Corse en 90 et Paoli débarque le 14 juillet 90, je le disais tout à l'heure, à Maginage. Lorsqu'ils arrivent à Pontenove, Bonaparte en 90, il a 20 ans. Paoli en a 65. Bonaparte, il a fait le collège d'Autun, excellent. L'école militaire de Brienne. Il dit à Paoli, qui n'a pas d'expérience militaire, mais qui est un excellent philosophe, un excellent penseur, un excellent écrivain. C'est comme Montesquieu sur un champ de bataille, c'est pas possible. Et donc le jeune militaire, futur empereur, dit à Paoli, mais votre plan de bataille, il est nul. Sur le terrain de Pontenove, d'ailleurs Paoli n'a pas participé au combat. Il est resté en haut, il a regardé les 250 Prussiens, Suisses et Corses qui se sont fait massacrer sur le terrain en bas. Et en montant. Jamais. Et donc Napoléon lui dit, votre plan de bataille, il est nul. Et à partir de ce jour-là, il va en vouloir, Paoli, à Joseph et à Napoléon, qu'il appelle ses petits garçonnets dans sa correspondance. Lorsqu'il devient Bonaparte chef de la garde nationale et que Joseph est à la tête du département, enfin qui est membre du département, il a un peu l'opinion que certains Français aujourd'hui ont vis-à-vis d'Attal, parce qu'on a 70 ans et que Gabriel Attal en a 34. Et donc on a exactement les mêmes formules de Paoli qui écrit à Nobili Savelli, mais qu'est-ce qui va arriver de bon avec ces garçonnets qui sont au pouvoir? Mais ce n'est pas des rivaux. Un homme de 65 ans n'est pas le rival de quelqu'un qui en a 20. Et en plus, il écrit « J'ai très bien connu ses parents. La petite Pauline avait une beauté de Vénus céleste. À l'âge de 10 ans, elle m'ouvrait la porte pour me faire entrer dans la maison. Elle me faisait les honneurs de la maison. Je ne peux pas en vouloir à ces gens-là. » Et il dit, ce sont des amis, les parents étaient mes amis. Et donc, lorsque Napoléon gagne différentes batailles à partir du consulat, de la campagne d'Italie, etc., et que Paoli est en exil, on dit qu'il allumait des bougies sur ses propres fenêtres en disant « Un Corse nous a vengés ». Et donc, il n'y a pas d'animosité de la part d'un vieillard par rapport à un adolescent qui réussit, c'est évident. D'autres questions? Sinon, il me reste à vous dire à tous un très grand merci.